Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver. Nous entrons dans la dernière partie du cours consacrée cette année au bon usage des richesses et à la relation entre économie et droit dans la pensée romaine. Un aperçu du parcours accompli peut nous aider à retisser le fil de notre propos. Le point de départ a été l'exploration de la pensée économique des anciens, qui prit la forme d'une réflexion morale sur l'acquisition et la gestion du patrimoine familial. L'économie antique s'intéresse à la maison, à la domus, conçue comme une communauté qui implique un exercice de pouvoir. Sur cet arrière-plan, nous avons ensuite abordé les sources juridiques pour vérifier si et dans quelles limites elles livrent des informations sur la vie économique romaine. Nous avons notamment exploré la typologie des esclaves et leur emploi, tel que le Testament le font transparaître. Les décisions des juristes ont été ensuite explorées pour voir si elles laissent entrevoir une idéologie, notamment une aversion au luxe, considérée par les Romains comme la cause principale de leur décadence. Le même sujet, celui du luxe, a été considéré du point de vue des lois limitatrices, notamment des frais pour les aliments, et nous avons cherché à pénétrer les secrets de l'attitude des trois juristes, peut-être vous vous en souvenez, du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui, pour respecter le plafond des dépenses alimentaires, ont négocié avec leurs clients et esclaves des prix de faveur. Cela nous a conduit vers la dimension des attentes sociales, c'est-à-dire un concept de la sociologie qui nous parle de ce qui appartient à notre même couche sociale s'attend de nous et qu'est-ce que nous attendons des autres. Et donc, ces attentes sociales entourent les choix économiques. Cela nous a conduit vers la dimension, nous avons vu l'attitude assez réticente des élites à entamer des poursuites judiciaires que nous avons étudiées par le biais de l'affaire qui opposa, peu de mois avant sa mort, Cicéron à son ancien beau-fils Dolabella, qui ne restituait pas la dot à la pauvre Tullia. Ensuite, les attentes sociales ont pris la forme d'une formule des instructions données par le magistrat au juge privé. L'exemple de l'action de Dole nous a montré qu'on évitait d'utiliser des mots blessants afin de protéger la réputation des partis des couches supérieures, par exemple les publicains, dans le dit de Cicéron. La gestion du patrimoine nous a paru donc indexée sur des valeurs qui n'étaient pas seulement ceux de la maximisation de la richesse. Nous avons ensuite réfléchi au justum pretium, la juste valeur des choses, qui nous a ouvert un aperçu sur l'idée romaine de marché et sur la notion d'équilibre dans le contrat et la rescission en cas de déséquilibre excessif. Toute notre analyse s'est efforcée de ne pas isoler les propos des juristes qui pourraient raisonner avec des notions économiques, mais il ne faut pas les isoler de leur contexte, notamment du problème juridique abordé par les juristes et ne pas le détacher de leur raisonnement pour parvenir à une solution. Donc, grâce à ce parcours que nous avons fait ensemble, je vous en sais gré et je regrette qu'aujourd'hui, il nous a fallu changer de salle. Ce sera la même chose la semaine prochaine, aussi un changement d'horaire. Mais, disons, notre attitude réciproque ne change pas. Et donc, grâce à ce parcours, dans la deuxième et dernière partie de notre cours, nous aborderons de façon directe la question de fond, si les Romains utilisaient ou pas des critères économiques pour prendre des décisions. Alors, que le juriste
les juristes d'aujourd'hui, juges et législateurs, prend en compte des critères économiques est une hypothèse qui a donné naissance à une science à part entière, c'est-à-dire l'analyse économique du droit. Une démarche qui a à peu près mon âge, donc assez vieille, étant née au début des années 60, bien sûr aux États-Unis. Cette science se propose d'analyser, à l'aide des outils de la microéconomie, la production, les conditions d'efficacité des règles du droit. Alors, le droit est vu dans cette perspective comme un système d'allocation des ressources afin d'atteindre l'efficience globale du système. Les succès de cette méthode participent au mouvement plus large que certains ont qualifié d'impérialisme économique, et qui, du point de vue intellectuel bien entendu, et qui consiste à étendre à des domaines étrangers à la sphère économique la méthodologie de l'économie néoclassique. Son succès a été si retentissant que même les historiens du droit, avec un peu de retard comme toujours, ont commencé à lire les textes des juristes romains pour déceler les traces de leur conscience économique. Autrement dit, on a commencé à prêter aux juristes romains des buts de maximisation de l'efficience économique qui sont ceux qui animent aujourd'hui maintes juristes. J'ai toujours pensé que c'est une hypothèse abusive qui prête aux juristes des idées qu'ils n'avaient pas. Mais pour mieux comprendre les limites de cette démarche, lorsqu'elle est appliquée à la pensée antique, il faut comme toujours laisser parler les textes. Nous avons souvent déjà eu l'occasion d'examiner des décisions des juristes. Pendant les séances précédentes, on a rencontré beaucoup de textes et j'ai essayé de vous en présenter l'anatomie du raisonnement. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas vraiment le fond, ce ne sont pas leurs choix qui sont parfois, disons, axés sur des valeurs qui ne sont pas du tout les nôtres, qui m'intéressent spécifiquement, mais c'est plutôt la façon dont ils élaborent leurs décisions, donc leurs opérations mentales. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'en parler, de les suivre dans leurs opérations mentales, mais d'une façon un peu plus systématique. Il est donc temps de comprendre si dans leur raisonnement, ils intégraient ou pas des critères économiques. Alors, point de départ, la méthode des juristes romain est souvent défini comme casuistique. Casuistique, c'est une notion que vous avez probablement déjà entendu appliquer à d'autres domaines, par exemple le domaine de la théologie. Par exemple, la casuistique, c'est la démarche des jésuites qui étudiaient des cas de conscience et qui employaient la casuistique comme un art subtil de trancher dans le sens d'une grande liberté personnelle, disons. Pour nous limiter à la chose, sans nous attarder sur les mots, sur son arrière-plan idéologique, sur les résonances que ce mot peut déclencher dans notre imaginaire, alors, on peut dire d'abord que l'adjectif casuistique décrit correctement l'aspect externe de l'activité des juristes. Donc, selon une pratique aristocratique républicaine qui se poursuit pendant l'Empire, les juristes romains répondaient à des questions qui leur étaient posées par des particuliers ou par des magistrats. Et donc, celui qui posait la question s'attendait de savoir de l'expert quel est le droit. Mais la question que, normalement, on posait à l'expert prenait la forme d'un cas. Et donc, tout le problème est de comprendre comment, face à un cas, les juristes parviennent à lui donner une solution en termes de droit.
Alors, j'ai voulu représenter ce problème par une image, celle des outils de travail d'un architecte. Il s'agit d'un relief funéraire dont l'époque n'est pas bien connue. Il s'agit probablement la datation est probablement placée dans les premiers siècles de l'Empire. L'honoré s'appelle Lucius Alfius Statius. C'est un relief qu'on peut visiter au musée d'Aquileia en Italie. Vous voyez en haut une règle, regula, avec des lignes de mesure pour différentes longueurs. Et à gauche, en dessous, se trouve un niveau, un fil à plomb, le compas, l'équerre. C'est une notion assez importante parce qu'en latin, l'équerre, on l'appelle norma, la norme. Donc, du point de vue des conseils assez central. Après, vous voyez le maillet de réglage et 5 ciseaux qui sont empilés. Alors, c'est un champ, ce sont des outils d'un architecte, pas d'un juriste, mais du point de vue métaphorique, ce sont les mêmes outils employés par un juriste, notamment la norme, l'équerre et la règle, la regula. Alors, il faut comprendre comment articuler le cas et la règle. Ça, c'est notre propos d'aujourd'hui. Et pour y voir un peu plus clair, je prends comme exemple de ce type de raisonnement une réponse de Quintus Cervidius Scaevola. Il a bien entendu eu une clientèle assez vaste qui lui envoyait des demandes, des questions de toute région de l'Empire. Et il a recueilli, lui, ou soit quelqu'un après lui, après sa mort, il a recueilli ses réponses dans 2 anthologies. L'une, d'où ce passage est tiré, s'appelle tout simplement les réponses de Scaevola. Voyons la question et sa réponse. Quelqu'un a acheté une maison au tuteur dans Pupille et pour la réparer fait venir un artisan. Celui-ci trouve de l'argent. La question est de savoir à qui il appartient. Je réponds qu'il ne s'agit pas d'un trésor, mais d'argent égaré par hasard ou qui n'a pas été récupéré par erreur par celui que cela concerne, alors il appartient à celui à qui il appartenait. Alors, je suis sûr que la réponse de Scaevola vous paraît un peu décevante, parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il a répondu. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le suivre avec un peu d'attention. Tout d'abord, on peut dire sans peur d'être démenti que nous sommes ici en présence d'un cas. Ça, on le voit très bien. Si par cas, nous assumons ce que Cicéron définissait, appelé quaestio, ou encore causa. Vous voyez, causa nous fait souvenir du mot roman cas, c'est-à-dire une question particulière
qui portent sur des personnes. Vous avez vu qu'il y a ici un acheteur, il y a un poupie, il y a un ouvrier, des lieux, il y a une maison, des époques, ça on ne comprend pas très bien quel est le point de repère chronologique, des actions, oui, il y a un agir, des interactions entre les acteurs, il y a des circonstances déterminées qui font que ce schéma répond à la définition d'une causa, c'est un cas. Pour le dire autrement, un cas est tout simplement ce qui arrive. Ce qui arrive. Parfois, il faut accepter ce qui arrive. Il survient et il pose en tant que tel des questions auxquelles il faut répondre. Résoudre un cas signifie profiler un fait sous le droit. Mais les juristes ne travaillent pas directement avec les faits. Ils travaillent avec des faits stylisés. Ça, c'est un point très important. Les juristes n'arrivent jamais à s'emparer de la réalité. Ils travaillent toujours par les biais d'un écrin, ce sont les mots. Donc nous travaillons avec des cas qui ont été stylisés, qui ont été verbalisés, qui ont été déjà catégorisés par les mots. Le fait stylisé est un squelette des situations qu'il faut qualifier du point de vue du droit. Alors, nous comprenons que casuistique, c'est un adjectif qui répond, qui décrit suffisamment bien un aspect de l'agir des juristes, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des cas, et nous commençons à comprendre que ce n'est pas une notion qui décrit complètement la démarche des juristes, parce que ça nous décrit seulement un côté de leur travail, le fait qu'ils sont confrontés à des faits qu'ils doivent qualifier, mais cette notion ne décrit pas la façon dont ils arrivent à élaborer les solutions. Et donc, si on se contente de dire que la méthode des juristes romains était la casuistique, on risque de dire presque rien, d'utiliser un mot vide ou quand même très partiel par rapport à ce qu'il faisait. Alors, ce que je vous propose, c'est de comprendre la démarche des juristes comme une démarche rationnelle. Donc, d'expliquer comment, confrontés à un cas, ils arrivaient à une solution qui était raisonnable, reproductible, que les autres juristes pouvaient discuter et dont ils pouvaient discuter les vertus, les points de force ou les faiblesses. Donc que la justification de la solution que les juristes donnaient était une structure qu'ils produisaient qui pouvait être soumise à un contrôle rationnel. Alors, qualifier de rationnelle la pensée des juristes romains risque de poser deux questions et de sembler avoir deux vices. D'une part, de rapprocher trop la démarche des juristes à quelque chose de complètement réductible à la logique, ce qui n'est pas exactement le cas. Deuxième problème, c'est que
cela semble être un peu une sorte d'idéalisation de la démarche des juristes. Donc, comme si je voulais vous présenter la démarche des juristes romains comme un modèle, comme quelque chose d'exemplaire qu'il faudrait reproduire dans notre propre pensée. Alors, d'abord, ce n'est pas nécessaire de le proposer parce que la démarche des juristes romains est déjà dans notre, dans notre façon de penser un juriste. Donc ça dépend de notre histoire, donc ce n'est pas le cas de vous le proposer comme une révolution. Ça découle de l'histoire même de la pensée juridique contemporaine. Mais surtout, je voudrais réfléchir avec vous sur un côté pratique. Quand je vous dis que les réponses des juristes romains devaient être contrôlables, c'est parce que les réponses des juristes tranchaient des conflits d'intérêts. Donc, leurs réponses interviennent toujours lorsqu'il y a une tension entre des intérêts qui sont entre eux incompatibles. Donc, la réponse qu'un juriste donne, si elle est favorable à l'une des parties en jeu, peut être attaquée par l'autre partie. Donc, il y a toujours un contrôle social. Et ce n'est pas un contrôle social, disons, un peu vague, c'est très structuré, très présent. Parce que la réponse d'un juriste intervient dans un conflit d'intérêts très concret. Et donc, il y a là la promesse que toute réponse d'un juriste va être soumise à un contrôle immédiat de rationalité. Scaevola, par exemple, énonce sa solution à l'issue d'une chaîne argumentative seulement en partie explicite, mais reconstructible. On va le voir. Alors, la première étape, je vous le répète, le cas c'est très simple, quelqu'un a acheté une maison et après on retrouve de l'argent dans la maison. À qui appartient-il ? Ça, c'est la question. Vous voyez qu'il y a un conflit d'intérêts très clair. Parce qu'il y a l'acheteur qui se pose la question, mais est-ce que l'argent m'appartient ? J'ai acheté la maison et j'y ai retrouvé de l'argent, ça m'appartient. Ce n'est pas absurde de concevoir cette prise de position. Ou on peut se dire, non, ça appartient au vendeur. Ou encore, ça appartient à l'ouvrier qui a retrouvé l'argent pendant les travaux. Vous voyez qu'il y a pas seulement un conflit d'intérêts entre deux parties, mais il y a un triangle. Donc la réponse de Scaevola doit être acceptable par tous. Cela ne veut pas dire que sa réponse doit être un compromis, mais que la réponse, même s'il va trancher à la faveur de l'un ou de l'autre, doit être acceptable, même pour la partie qui reçoit une réponse défavorable. C'est ce champ qui est à la fois intellectuel et, si vous voulez, un champ économique qui s'instaure entre les parties, qui assure un contrôle social de la réponse. Alors, quand nous sommes confrontés à une question de ce type, on peut se poser la question, mais quand nous sommes confrontés à ce type de questions, comment est-ce qu'on répond ? Comment est-ce qu'on répond ? Alors, première réponse, première démarche, vous la voyez dans la réponse de Scaevola, c'est de se poser la question, est-ce que cet argent, c'est un trésor ?
quand on se pose cette question, il faut tout de suite proposer une définition de qu'est-ce que c'est un trésor. Parce qu'on ne peut pas seulement se demander est-ce qu'il s'agit d'un trésor, mais il faut posséder une catégorie de trésors à la lumière de laquelle on va répondre à cette première question. Alors, vous voyez la réponse, cette définition donnée par un autre juriste qui a écrit ses travaux un peu plus tard par rapport à Scaevola, mais on peut très bien se dire que cette réponse cette définition était une définition assez, disons, traditionnelle, donc Scaevola avait à l'esprit la même définition. Alors, nous la lisons dans la rédaction de Paul. Le trésor consiste en une sorte d'ancien dépôt de valeurs dont on a perdu les souvenirs. Si qu'elle n'a plus de propriétaire, c'est de cette façon qu'il devient propriété de celui qui le trouve comme il n'est pas d'autrui. Alors, on la retrouve à quelques mots près dans tous les codes civils contemporains. Pour l'analyser, nous pouvons nous dire entre nous que c'est une métaphore. Cette définition est axée sur une métaphore, parce que le signe de la métaphore, c'est le terme quaedam, qui indique qu'il s'agit presque, que c'est une sorte de déposition, de dépôt, de valeur. Et oui, c'est une métaphore, parce que vous savez, le dépôt, c'est un contrat. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoit la chose que nous déposons auprès de lui, mais dans ce cas, il n'y a pas quelqu'un qui reçoit la chose qui est déposée, le trésor qui est déposé, parce que le trésor est caché. Donc il n'y a personne qui reçoit. C'est comme si la terre ou le mur ou l'endroit où on cache le trésor, c'est celui qui reçoit le dépôt. Alors, donc vous voyez que c'est une métaphore, c'est un rapprochement entre une catégorie, une forme juridique existante, celle du dépôt, et le fait de déposer un trésor. Le mot-clé, c'est l'adjectif vetus, ancien. Car cette ancienneté fait que l'on peut dire que cet argent n'a plus de propriétaire. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que introduire la catégorie de l'ancienneté fait que ce dépôt n'a plus de propriétaire. Il est détaché de son ancien propriétaire parce qu'on a perdu le souvenir de qui c'était ce propriétaire. Et donc l'oubli, si vous voulez, est la force qui détache le dépôt, ses valeurs, de son propriétaire. Et pourquoi doit-on détacher les valeurs du propriétaire? Parce qu'une fois que le trésor n'a plus de propriétaire, on peut s'en emparer. Donc, il devient disponible à l'acquisition. Celui qui retrouve le trésor peut s'en emparer. Mais afin qu'on puisse s'emparer de quelque chose, il faut bien que cette chose n'ait pas de propriétaire. Et dans ce cas, le dépôt a bien un propriétaire. Mais on s'est dit, on a oublié, parce que le temps qui s'est écoulé était si long, que le fil a été coupé entre la chose et son propriétaire. Vous voyez cette façon de raisonner de façon métaphorique, mais qui
articule des principes juridiques. C'est une métaphore dont les composantes sont des principes juridiques. Le principe juridique, c'est qu'on ne peut pas s'emparer de quelque chose qui a un propriétaire. Et, en revanche, s'il y a une chose qui n'a pas de propriétaire, elle est à la disposition de celui qui l'occupe. Alors, cette définition offre une grille à Scaevola pour poursuivre son raisonnement. Car grâce à elle, le juriste examine deux possibilités alternatives. Si, à la lumière de la définition, l'argent retrouvé doit être considéré comme un trésor, il s'agit par exemple d'un sac de monnaie caché des décennies auparavant, on ne sait pas par qui, dans une paroi qui a été abattue par l'ouvrier, chargé du ravalement. Alors, donc, si cet argent n'a pas de propriétaire, appartient à celui qui l'a trouvé. Alors, tout cela, c'est-à-dire tout ce raisonnement est implicite dans Scaevola, on peut le revoir, parce que, vous voyez, il dit s'il ne s'agit pas d'un trésor, c'est-à-dire que par ces trois mots, il évacue l'hypothèse qu'il s'agit d'un trésor, il ne développe pas cette branche du raisonnement. Nous pouvons le faire pour comprendre quelle serait la destinée du trésor dans ce cas. On peut le faire très aisément parce que nous savons quel était le régime du trésor. Le divin Hadrien, suivant l'équité naturelle, attribua les trésors à celui qui les avait trouvés sur son fond. Il statua de même pour ceux trouvés par hasard dans un lieu sacré religieux. Quant au trésor que quelqu'un a trouvé sur le fond d'autrui, sans le rechercher, mais par hasard, il n'accorda la moitié à l'inventeur et la moitié au propriétaire du sol. Et qu'en conséquence, il statua que le trésor trouvé dans une propriété de César serait pour moitié à l'inventeur, pour moitié à César. D'où il suit que le trésor qui est trouvé dans un lieu appartenant soit au public, soit au fisc, ou bien à une cité, appartient pour moitié à l'inventeur et pour moitié au fisc. Par exemple, on peut répondre à la lumière de cette discipline que si l'ouvrier a retrouvé l'argent dans la maison qui appartenait à une tierce personne, alors la moitié lui revient et l'autre moitié au propriétaire de la maison. Donc nous avons une réponse très simple. Et c'est une réponse très simple parce que nous avons une norme ici. Et c'est une norme qui a été posée par une constitution impériale. Donc c'est Hadrien, quelques décennies avant Scaevola, qui a réordonné la discipline de l'acquisition du trésor. Alors, vous voyez, nous avons ici un cas, la retrouvaille d'un trésor, et nous avons la norme. Nous avons un cas et la règle. Et la norme, l'équerre, vous voyez le champ métaphorique. Ce n'est pas une opération très compliquée. La seule chose qu'il a fallu à Scaevola pour arriver jusqu'à ce point, c'était de catégoriser l'argent retrouvé. Alors, s'il s'agit du trésor, nous avons vu quelle sera la suite de la réponse. Mais c'est bien plus développé la deuxième partie. Alors, s'il ne s'agit pas d'un trésor, l'argent a simplement été perdu par un de ses habitants, des habitants de la maison,
qui a oublié de le prendre avec lui en partant. Ce n'est pas un dépôt d'argent qui est resté caché aussi longtemps qu'on a oublié qu'il était le propriétaire. C'est quelqu'un qui a laissé de l'argent sans le reprendre avec lui. Alors, dans ce cas, la différence est que Scaevola ne peut pas s'appuyer sur une constitution impériale. Il n'y a pas une norme qui dirige son chemin. Donc, comment peut-il décider à qui appartient l'argent laissé par des habitants de ceux qui fréquentaient la maison? Alors, il y a ici également des points de repère. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le parallèle entre une décision, celle sur le trésor, qui est basée sur une norme très explicite posée par l'empereur, et une décision presque dans la même configuration de cas, mais lorsqu'on a décidé qu'il ne s'agit pas d'un trésor, mais de l'argent oublié, comment peut-on décider si on n'a pas des normes? Alors, ici également, la décision est raisonnable parce qu'elle se fonde sur un certain nombre de préalables qui sont vérifiables. D'abord, on l'a bien compris, la définition de trésor, elle est utilisée en négatif. Donc, nous avons une définition et nous disons ce n'est pas un trésor. Deuxième point, on sait très bien que les biens meubles, l'argent est un bien meuble, n'accède pas aux biens immeubles, la maison, c'est-à-dire un bien meuble ne devient pas de la propriété du propriétaire du bien immeuble. Un arbre, oui, parce que l'arbre s'est enraciné, il devient en gros une partie de l'immeuble même, donc le propriétaire d'un fonds devient aussi propriétaire de l'arbre, mais si vous déposez un objet sur une table, l'objet que vous avez déposé sur la table ne devient pas de la propriété du propriétaire du table ou de la maison. Donc c'est un principe très clair. Donc on peut très bien dire que dans ce cas, le bien meuble, l'argent, n'est pas devenu la propriété du propriétaire de la maison. En plus, on peut se poser la question, est-ce que celui qui a oublié l'argent a cessé d'en être le propriétaire? La réponse est négative ici également, parce que pour perdre la propriété de ce qui nous appartient, il faut en avoir la volonté, l'abandonner. C'est une institution juridique qui ne fait que dire avec un mot ce qu'on comprend très bien, c'est-à-dire que pour perdre la propriété de quelque chose, il faut l'abandonner, en avoir la volonté. Donc, dans ce cas, ce n'est pas un trésor, c'est quelque chose qu'on a oublié, sans vouloir s'en débarrasser. Alors, la réponse de Scaevola, nous pouvons la revoir, est tout à fait cohérente. Alors, s'il s'agit d'un trésor, on a bien compris que c'est l'ouvrier qui va acquérir le trésor. Il faut que, comme il a retrouvé dans une maison qui ne lui appartient pas, il faut qu'il le partage avec le propriétaire de l'immeuble. Et c'est ce qu'une constitution impériale disait. Mais s'il ne s'agit pas d'un trésor, mais d'argent égaré par hasard qui n'a pas été récupéré par erreur par celui que cela concerne, alors cet argent appartient à celui à qui il appartenait. Oh, c'est une réponse encore un peu obscure, mais bien moins. La seule chose qui reste en suspens, c'est à qui appartenait-il? Mais ça, ce n'est pas l'affaire du juriste. Les juristes nous donnent
la solution. Après, c'est aux gens qui sont concernés par cette affaire de démontrer aux juges, les cas échéants, qu'il s'agissait d'argent qu'ils avaient oublié. Donc, il faut que la personne intéressée démontre que c'est elle qui a oublié cet argent. Si elle arrive à en donner la preuve, nous avons ici la règle qui lui permet de revendiquer cet argent. Alors, comme je vous le disais au début, c'est une solution élaborée par le juriste qui est acceptable par toutes les parties concernées. Donc, les parties concernées ne peuvent pas objecter à Scaevola que c'est une solution qui ne les satisfait pas du point de vue de la justice. Ils peuvent être un peu déçus s'ils, par exemple, s'attendaient à pouvoir acquérir cet argent. Mais du point de vue intellectuel et de la justice, c'est une solution qui est très raisonnable. Alors, je pense que l'anatomie de cette réponse de Scaevola montre en quel sens on peut parler d'une méthode des juristes romains. À savoir, on peut parler d'une pensée qui suit des règles argumentatives. Les jurisconsultes considèrent le cas concret que le client soumet à leur attention comme le représentant d'une catégorie de cas dotés des traits communs auxquels s'appliquerait donc la même décision qu'ils énoncent pour les cas spécifiques, celui pour lesquels ils ont été consultés. Donc, dans ce cas spécifique, les juristes, Scaevola, voient un problème susceptible d'être formulé en termes plus ou moins généraux et de recevoir une solution tout aussi générale. Je vous ai proposé seulement un exemple. Il serait très intéressant de pouvoir vous proposer un livre, par exemple, qui vous introduit au secret de la pensée des juristes romains, c'est-à-dire un livre, un article qui serait exhaustif à propos de cette méthode que je vous ai présentée par le biais d'un exemple. Mais ce livre n'existe pas, ou pas encore. Donc, dans la deuxième partie de cette séance, qui va être probablement plus brève que la première, je vais vous présenter une esquisse un peu plus systématique des outils et de parcours des juristes romains lorsqu'ils adressent un problème juridique. Alors, le point de départ fondamental est de distinguer deux opérations ou deux dimensions qui sont très différentes, mais qu'on a vraiment du mal à séparer. Et il faut le faire, au moins du point de vue analytique. Alors, la première dimension est que dans toute élaboration d'une décision juridique, il y a un critère normatif, c'est-à-dire un critère de choix entre les intérêts en conflit. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'une décision juridique a comme tâche de trancher entre entre des intérêts en conflit. Donc, le critère normatif, c'est une orientation qui permet de trancher entre les intérêts en jeu.
Par exemple, pour vous dire, vous faire porter un exemple très banal, le critère qui nous dit que s'il y a un conflit entre un voleur et les propriétaires de la chose volée, le critère normatif, c'est qu'il faut punir le voleur. Qu'entre le propriétaire d'une chose et celui qui s'est emparé d'une chose, de la possession de la chose, mais qui n'a pas la propriété, il faut protéger les intérêts du propriétaire. Donc, entre le créditeur et le débiteur, il faut protéger le droit du créditeur, du créancier. Vous voyez, ce sont des choix qui tranchent entre des intérêts qui sont en opposition. Deuxième dimension, c'est le schéma argumentatif, qui est un processus mental qui met en relation les critères normatifs avec les faits. Alors, je vous propose, tiré d'un travail de Albert Johnson et Stephen Toulmin, mais ce n'est pas un travail qui est consacré au droit romain, donc c'est un travail consacré plutôt à cette façon de penser par cas, et qui me paraissait assez bien illustratif de la question. Donc, vous voyez ici, d'abord, le schéma argumentatif déductif. Donc, nous avons dit qu'il faut distinguer entre critères normatifs et schéma argumentatif. Maintenant, nous allons distinguer entre un schéma argumentatif déductif et inductif. D'abord, déductif, il y a un point de départ universel, c'est-à-dire une norme, une prémisse majeure universelle, censée être connue pour les besoins de l'argument. Un droit, par exemple, c'est la Constitution impériale qui décide qu'en cas de retrouvailles d'un trésor, il faut l'attribuer, par exemple, par moitié à celui qui l'a retrouvé, et par moitié au propriétaire du fonds. Donc c'est une prémisse majeure. Après, il y a la prémisse mineure, mais un trésor a été retrouvé. Donc, conclusion, le trésor doit être attribué par moitié à l'un et par l'autre moitié à l'autre. Vous voyez, c'est une prémisse majeure, la norme juridique, le fait, prémisse mineure, et après, vous avez une conclusion nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'adjectif, c'est tous les poids placés ici, nécessaire. C'est-à-dire que cette conclusion est complètement contenue déjà dans la prémisse majeure. Il n'y a aucun écart, aucune créativité, aucune ambiguïté. Si cette prémisse majeure est donnée et si les faits qui rentrent dans la prémisse majeure s'avèrent, la conclusion est nécessaire. Et je l'ai déjà expliqué, j'ai explicité ici que cette prémisse majeure dans le raisonnement juridique est un critère normatif, par exemple une norme juridique. Deuxième schéma inductif. Alors, le schéma inductif donne comme résultat une conclusion vraisemblable, mais ce n'est pas une conclusion nécessaire. C'est probable, convaincante, c'est probablement la meilleure des réponses possibles, mais ce n'est pas nécessaire, parce que nous avons une situation de fait qui ne rentre pas exactement dans la prémisse majeure. C'est une situation qui a normalement une ressemblance avec la situation prise en compte par la prémisse majeure, mais qui n'intègre pas exactement la situation prise en considération par la prémisse. Et donc, la réponse n'est pas entièrement contenue dans la prémisse, comme dans le schéma déductif. Alors,
je passe sur cet exemple pour venir maintenant aux prémices normatives. Donc nous avons vu qu'il y a un schéma qui met en relation le critère normatif avec le fait. Maintenant, il faut porter notre attention sur les schémas normatifs, sur les critères normatifs, sur ce qui permet de trancher entre les intérêts en jeu. Alors, sans surprise, on voit qu'en tête de notre liste, il y a la loi, les lois, parce que la loi est considérée aussi par les Romains la règle la plus puissante, donc le critère normatif primaire. Il faut dire un mot suivant une opinion fortement conditionnée par les discussions du XIXe siècle et notamment par la rivalité entre l'Allemagne et la France, et déterminée par le fait que la France avait promulgué un code civil avant l'Allemagne, une discussion rétrospective a été portée, un regard rétrospectif a été porté sur les juristes romains par les historiens du droit allemands, en disant que les juristes romains, et plus en général le monde romain, ne connaissaient pas beaucoup de lois. C'est comme dire le code civil n'est pas si important que ça. À Rome, on se passait d'un code, on se passait de la législation. C'était les juristes qui décidaient sans avoir la loi comme point de repère. Ça, c'est un peu le cadre, un peu simpliste, je reconnais, de cette discussion qui a eu lieu au XIXe siècle. Et comme souvent les discussions au XIXe siècle, elles se poursuivent au XXIe siècle, avec la différence qu'au XIXe siècle, on comprenait quels étaient les enjeux idéologiques. Donc, on était attentif à ne pas confondre la réalité avec l'imaginaire. Aujourd'hui, nous avons seulement les résultats de ce type de discussion et on a plutôt tendance à les prendre au sérieux. Et donc, conséquence, on pense, effectivement, tout le monde est convaincu que les Romains ne connaissaient pas beaucoup de lois. Je peux vous dire que les sources nous disent le contraire. C'est-à-dire que les lois publiques votées par le peuple étaient assez nombreuses. Mais c'est très intéressant de comprendre comment le regard contemporain peut déformer le passé. C'est toujours comme ça, il ne faut pas que je le répète, c'est une banalité, mais c'est toujours, il faut être très attentif, c'est toujours aujourd'hui qui s'intéresse à hier. Et aujourd'hui a une voix, tandis que hier parle grâce à la voix qui lui prête aujourd'hui. Et donc c'est dans ce dialogue très déséquilibré que l'histoire prend forme. Et il faut toujours en être conscient. Donc, le fait qu'on répète que les juristes romains ne connaissaient pas trop de lois, ça dépend dans une large mesure de ce débat idéologique qui a eu lieu au XIXe. Après les lois, il y avait les senatus consultes, c'est-à-dire des normes qui avaient été promulguées par le Sénat, les constitutions impériales. Nous avons vu un exemple dans le cas décidé par Scaevola, c'était une constitution d'Adrien. Il y avait l'édit du prêteur dont nous avons fait la connaissance à propos des formules.
c'était le lieu où les remèdes judiciaires étaient affichés en public. Après, il y avait aussi les réponses des juristes qui entraient en circulation elles-mêmes et d'une certaine façon étaient prises comme des points de repère, des critères de décision qui pouvaient orienter des décisions suivantes, successives. Alors, cette liste n'épuise pas les points de repère, les critères normatifs. Je suis sûr que vous apprécierez si je reprends le schéma pour vous montrer où est-ce que je suis en train de vous de porter mon discours. On est en train de nous interroger sur la nature des critères normatifs. Critères normatifs à la lumière desquels les situations de fait reçoivent leur discipline juridique. Alors, ce type de critères, nous les trouvons dans les lois, les sénatus consultes, les constitutions impériales, l'édit du prêteur, réponse des juristes, mais aussi dans des institutions. C'est un peu plus caché. Qu'est-ce qu'est une institution? Je vous porte un exemple. Vous savez que la structure de la famille romaine était une structure potestative. Il y avait le père de famille qui était le seul porteur d'une capacité, d'une subjectivité juridique. Il avait la personnalité, il était le titulaire d'un patrimoine. Sauf que son épouse pouvait, dans certaines situations, être elle-même, disons, chef de sa famille à elle. Mais, disons, pour simplifier, dans ce cas également, la femme devenait père de famille. Donc nous pouvons prendre comme paradigme le père de famille. Il était le seul qui était le titulaire d'un patrimoine. Et par exemple, les enfants étaient au même titre sous le pouvoir du père de famille, au même titre des esclaves. Donc ils étaient sous le pouvoir du père de famille, même s'ils étaient libres, mais ils étaient sous le pouvoir du père de famille et ils faisaient partie d'une certaine, on peut en discuter, mais ils faisaient partie du patrimoine du père de famille. Donc, vous comprenez que cette configuration de la famille détermine beaucoup de solutions juridiques. Par exemple, tous ceux qui concernent les modalités d'acquisition du patrimoine sont déterminés par cette configuration. Par exemple, si un esclave ou un fils de famille acquiert quelque chose, ce n'est pas lui qui l'acquiert, parce qu'il n'a pas un patrimoine. Il acquiert quelque chose qui devient de la propriété du père de famille. Où est-ce qu'on trouve ce principe? Nulle part. On le retrouve dans la configuration de cette institution. Donc, vous voyez, il y a des institutions qui sont déterminantes pour fournir des critères de décision. Après, il y a des formes. J'aime bien que ça devienne un peu plus compliqué, parce que je pense que cette liste, pour vous, ça ne me pose pas de problème de la comprendre, mais lorsqu'on commence à parler d'institutions, de configuration de potestative de la famille, ça commence à être un peu plus compliqué. Les formes, comment est-ce que des formes juridiques peuvent donner naissance à des critères normatifs? Oui, par exemple, il y avait tout un répertoire d'actes par la balance et les reins, la balance qui pesait les reins, qui avait la fonction de monnaie. Alors, par exemple, pour acquérir un fonds ou un esclave, il fallait l'acquérir par le biais de ce rituel qui était une sorte de
disons, des stylisations d'un achat avec le paiement et avec la balance pour peser le prix. Alors, les actes qui s'accomplissaient par la balance LR1 étaient très rigides. Et donc, ce qui comptait, c'était l'accomplissement des formes de l'acte lui-même, plutôt que de regarder, par exemple, la volonté de ceux qui avaient accompli l'acte. Par exemple, est-ce que celui qui a vendu par le biais d'un acte accompli par la balance LR1, est-ce qu'il a été trompé par l'autre partie? C'est une question qu'on ne pouvait pas vraiment poser après qu'on constatait que le rituel avait été accompli. Le rituel était plus important et, si vous voulez, fermer le regard, empêcher que le regard, le contrôle, pouvait pénétrer jusqu'à l'intériorité de la personne. Donc, on ne se pose pas la question de la volonté. Alors, cela crée des critères de décision qui découlent de la rigidité des formes. Mais il y a aussi des règles. Des règles, vous voyez ici, par exemple, la règle qui dit que ce qui se trouve sur un fonds appartient au propriétaire du fonds. On l'a dit. Nous l'avons dit, par exemple, l'arbre qui se trouve sur le fonds appartient au propriétaire du fonds. Mais plus, disons, largement, l'édifice bâti sur un fonds appartient au propriétaire du fonds, même si l'édifice a été bâti avec des matériaux qui appartiennent à une tierce personne. C'est le principe de l'accession. Superficies solo cedit. Ou, par exemple, le principe qui veut que, dans l'interprétation du testament, on favorise toujours une interprétation favorable à la validité du testament. Donc, il peut y avoir des cas où on est un peu en doute, est-ce que le testament est valable du point de vue juridique? Et les Romains ont élaboré une règle, il faut toujours décider de façon à que, disons, le cas aboutit à la validité du testament. J'aimerais vraiment vous poser la question et entendre votre réponse. Pourquoi on décide cela? Et quelle est l'alternative? L'alternative est de dire, s'il y a un problème dans le testament, on décide que le testament n'est pas valable. Donc, il y a des cas d'ambiguïté, on ne peut pas vraiment trancher, il faut vraiment avoir une règle supérieure qui nous dit, en cas de doute, lorsque tu ne peux pas aller, tu ne sais pas s'il faut se tourner à gauche ou à droite, il faut donner une règle, par exemple, toutes les fois que tu ne sais pas se tourner à gauche ou à droite, tu vas toujours à droite. C'est une règle qui n'a pas une rationalité, c'est seulement parce que sinon, si on ne donne pas aux juristes la règle, il reste figé. Ou il décide une fois à gauche, une fois à droite, et c'est quelque chose qui est un peu arbitraire. Donc on donne une règle superposée pour aider à décider dans des situations qui sont indécidables. Pourquoi est-ce qu'on décide de donner plutôt une réponse favorable à la validité du testament plutôt que se dire, bon, s'il y a un doute, on dit, bon, le testament n'est pas valable, il ne faut pas le suivre. J'aimerais bien vous demander pourquoi. Bon, je pense que vous avez bien compris que comme le défunt ne peut pas réécrire son testament, malheureusement, en cas d'ambiguïté, on préfère donner une validité au testament parce que c'est la seule façon
de permettre à la volonté, même si pas bien exprimée du testateur, de trouver une réalisation. Donc, comme dans ce cas, si on décide que le testament n'est pas valable, on ne peut pas le refaire, on se dit que c'est une façon de donner à la volonté du défunt le maximum de puissance. C'est très clair. Il y a des règles qui sont dérivées de la nature même de la fonction du droit. Par exemple, on dit que c'est une règle, ça correspond totalement à la raison de punir les délits. Pourquoi? Parce que la fonction du droit est celle de protéger les intérêts des particuliers. Et donc, les intérêts des particuliers sont menacés par les délits. Et donc, punir les délits, ce n'est pas une règle marginale dans le fonctionnement du droit, c'est une règle centrale. Elle découle de la nature, de la fonction même du droit. On peut peut-être considérer que c'est un peu dur comme attitude, mais si on conçoit le droit comme protection des intérêts, vous voyez que la peine est un outil qui est presque inéluctable. Il y a des règles qui ne découlent pas du droit lui-même et qui sont un peu plus difficiles à disons, accepter parce qu'elles dépendent souvent de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, cette règle qui disait pardon, que les femmes ne pouvaient pas être chargées de fonctions publiques dans le monde romain. Elles ne pouvaient pas devenir magistrats, elles ne pouvaient pas arriver à être juges, par exemple. Et donc, c'est une règle qui ne découle pas de la fonction même du droit, mais qui dépend d'une structure dans le monde romain, une structure qui était bien solide, enracinée dans la structuration, la configuration de la société, et qui devient un principe juridique. Il y a des règles qui dépendent d'une anthropologie sociale plus large, par exemple la règle qui permet l'autodéfense. Ça dépend d'une anthropologie qui fait que la première possibilité et peut-être nature de l'homme, c'est de survivre. Et donc, pour survivre, il peut se défendre. Et donc, c'est le principe de l'autodéfense. Bon. Dernière dimension des critères juridiques, ce sont les mots-valeurs. Alors, dans les discussions des juristes, on retrouve souvent des mots qui posent une difficulté, c'est-à-dire que comme il ne s'agit que d'un mot, c'est très difficile d'en comprendre le contenu valorial, axiologique, de quel type de valeur s'agit-il, mais qui sont centrales dans le raisonnement des juristes. Équité, equitas, c'est les mots auxquels nous avons consacré le cours de l'année précédente. Utilité, humanité, bénignité. Donc, il y a des mots qui ont une valeur en tant que critère de décision. Alors, je voudrais seulement, on est à la fin de notre séance, mais je vous invite un peu à réfléchir sur la nature de ces mots valeurs, parce que cela éclaircit l'ensemble de notre discours. Alors, qu'est-ce que
nous comprenons comme mot-valeur, critère de décision. C'est un point de repère pour nous orienter dans le choix de l'intérêt à protéger. Il y a deux intérêts, il faut choisir lequel des deux intérêts en conflit il faut prioriser. Donc, il s'agit, un critère de décision est toujours une façon de donner une priorité à un intérêt, à un conflit avec un autre. Alors, est-ce qu'on peut dire que équité nous donne un critère? Oui et non, parce que si on comprend que équité c'est un mot vague, on peut se dire c'est pas un critère, c'est seulement une justification après coup pour dire que j'ai bien décidé parce que ma décision est équitable, sans devoir expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je fais ça parce que c'était juste, mais ce n'est pas une justification. Nous avons vu que les juristes, ils expliquent pourquoi ils arrivent à une solution. Donc, il faut nécessairement que nous comprenions que dans ce type de mots se cache un critère de décision. Et il faut toujours retrouver lequel. Alors, je peux vous dire que, par exemple, par humanité, on a bien discuté parce qu'il y a des mots qui entrent en résonance avec notre propre humanité. Humanité, c'est un mot qui entre en résonance très profonde. Ce n'est pas exactement l'humanité telle que nous la concevons aujourd'hui. Je dirais que humanité, c'est plutôt de l'ordre de la sociabilité. Ce n'est pas un mot que j'aime bien, sociabilité. Ce n'est pas mon mot préféré. Mais je pense que l'humanité a un peu à voir avec cette idée de comprendre comment les choses fonctionnent dans un milieu. Et donc, il faut être attentif à autrui, et c'est un peu la bienséance presque. Benignitas, c'est plutôt être c'est presque de l'ordre de la générosité, c'est presque la rénonciation à son propre droit pour plutôt en accorder à autrui. Mais équité et utilité, c'est un couple bien plus présent, fréquent dans les décisions des juristes et un couple qui arrive vraiment au cœur de notre discours. Parce que nous avons ici, probablement, d'une part, l'équité en tant que critère d'équilibre, de répartition juste, et nous pourrions, j'utilise les conditionnels, comprendre par utilité des considérations d'ordre économique. Et donc, nous pourrions nous demander si nous n'avons ici, après avoir décortiqué le raisonnement des juristes romains, nous ne sommes pas parvenus au noyau, et s'il ne faut pas comprendre que nous avons dans la justification des juristes romains aussi un critère économique. Vous l'avez compris, ça va être la question que nous allons aborder dans les 3 prochaines séances. Et je pense que ça va être assez intéressant de suivre ce parcours, non pas par le biais d'une discipline comme l'analyse économique du droit, qui est superposée au texte des juristes romains, mais de le faire à partir de leur propre mentalité, de leur propre vocabulaire. C'est ce que nous allons faire à partir de la prochaine séance qui va avoir lieu non pas à 14h30, mais à 11h du matin du 18 mai. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.